gastrique s'il y a un iléus. Mais attention, la notion nasogastrique, c'est à double tranchant. Si vous suspectez une péritonite par perforation d'ulcère, beaucoup d'auteurs préfèrent ne pas mettre de sonde nasogastrique. C'est-à-dire si je suspecte une perforation du tube digestif haut, voilà, on peut s'en passer et la mettre au bloc ou après ouverture chirurgicale, après avoir opéré le patient. Il faut mettre une sonde urinaire, préparer le malade pour surveiller le malade d'un point de vue hémodynamique. Et bien sûr, en fonction du bilan et en fonction de l'état hémodynamique du malade, il faut d'ailleurs il faut sonder le malade, il faut prendre une voie d'abord. Donc des voies d'abord bien sûr de gros calibre. Et quand vous n'avez pas des voies d'abord de gros calibre, que le malade a un mauvais capital veineux, il ne faut pas hésiter à mettre une voie veineuse centrale. Pareil, pareil, en attendant les résultats du bilan, il faut rééquilibrer, faire un rééquilibrage hydroélectrolytique si le malade est en hypocalcémie, hypokaliémie, etc. Et il faut essayer de préparer le malade un minimum. S'il est sous Syntron, exemple, il faut mettre du PFC pour corriger le TP en préopératoire. Et s'il a un déséquilibre glycémique, eh ben, il faut mettre un peu d'insuline. On va corriger cet état avant d'entrer au bloc. Et pareil, on peut démarrer avant l'antibiothérapie, déjà avant, si le patient n'est pas sceptique, ou bien si le malade est bien, on peut temporiser et démarrer l'antibiothérapie, c'est ce qui est d'ailleurs recommandé. L'antibiothérapie, on peut la démarrer après prélèvement. Donc j'ouvre le patient, après avoir opéré le patient, je prélève et je démarre l'antibiothérapie probabiliste. Et donc, par la suite, je vais adapter mon antibiothérapie au service. Quand le malade va monter au service, je vais l'adapter selon l'antibiogramme que je vais recevoir. Donc, l'antibiothérapie, elle est nécessaire dans les péritonites aiguës. Particularité, donc c'est une antibiothérapie bithérapie à large spectre, active contre les germes anaérobies et sur les grammes négatifs, les bacilles grammes négatifs. Donc, en général, on a les céphalosporines de troisième génération associées au flagile. Mais en fait, elle peut être débutée avant avec les mesures de réa. Donc, si le malade n'est pas bien, que je ne peux pas attendre, je préfère commencer les antibiotiques. Ou bien, elle peut être, ce qui est recommandé, démarrer après prélèvement bactériologique. Donc, après avoir préparé votre patient, vous allez l'opérer. Vous allez l'opérer, donc vous allez l'opérer, le traitement est chirurgical. Donc, la voie d'abord, comme je vous l'ai dit, le patient il peut être opéré par laparotomie, c'est-à-dire on ouvre l'abdomen avec le bistouri qui s'appelle, j'aime pas ça, moi j'aime pas dire ça, mais c'est la voie classique, ce qu'on dit voie classique. Donc, c'est la laparotomie, on ouvre l'abdomen. Et le patient en médiane, c'est-à-dire en médiane, j'ouvre au niveau de la ligne blanche, d'une façon, ça c'est quoi? Verticale, d'une façon verticale. Tac. La deuxième voie d'abord qui est la laparoscopie, c'est-à-dire j'ouvre au niveau de l'ombilic un trocar, j'introduis une caméra. Et en fait, après, je mets d'autres trocars, des pinces, etc. pour pouvoir travailler. Mais il faut savoir que la célioscopie, qui est la laparoscopie, donc célioscopie, laparoscopie, c'est kiff-kiff. Elle est contre-indiquée, c'est-à-dire qu'il ne faut strictement pas la faire si le patient est en état de choc. Elle est contre-indiquée. Donc, si le patient a des signes de choc septique, hypovolémique, elle est contre-indiquée. Une défaillance respiratoire, elle est strictement contre-indiquée. Mais c'est une voie d'abord dans la péritonite. Alors, la voie d'abord, elle va permettre une exploration complète de la cavité péritonéale et en même temps traiter la cause. Donc, les principes du traitement, c'est quoi? Il faut faire une toilette abondante, c'est-à-dire rincer, laver, aspirer tout le liquide qui est à l'intérieur et rincer. Rincer abondamment au sérum salé isotonique à 9%, 9 pour 1000, 9 pour 1000. 9 pour 1000, 9%, parce que je suis sonnée aujourd'hui. Donc, le lavage, il se fait après prélèvement bactériologique. Donc, je fais mon prélèvement, tac, je démarre mon antibiothérapie et je rince. J'aspire tout et je rince. On peut parfois utiliser de nombreux litres de sérum chaud. Alors, de préférence chaud, pourquoi? Pour ne pas déséquilibrer
l'homéostasie de l'abdomen, de l'être humain, de l'homéostasie pour ne pas perturber, il faut essayer d'utiliser du sérum à 37 degrés à la température corporelle. On peut mettre de la bétadine, du sérum avec un peu de bétadine, on peut utiliser des antiseptiques. Mais en fait, il y a certains auteurs qui disent qu'il faut utiliser 12 litres de sérum pour laver une péritonite. Mais en fait, ils sont un peu revenus sur ça. Enfin, du moins, c'est ce qu'on nous racontait quand moi j'étais externe. On nous disait ouais, au minimum 10 litres. Mais en fait, il faut laver jusqu'à ce que ce soit clair. Quand c'est clair, propre, je peux m'arrêter de laver. Et le principe des péritonites, c'est drainer. C'est le drainage. C'est-à-dire que je vais mettre des tuyaux, mettre des lames de Delbé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des lames de Delbé. C'est des espèces de petites plaques comme ça en silicone ou en latex. Et en fait, on les met au niveau des zones déclives. On les met au niveau des zones déclives et ça va drainer la cavité abdominale. C'est-à-dire, même après avoir refermé le patient, eh ben, j'ai un tuyau qui va faire sortir le liquide qui peut ou peut persister de l'infection. Donc, le principe du traitement chirurgical, c'est ouvrir avec une voie d'abord adaptée. La cellule est contre-indiquée en cas de signe de choc. Il faut réaliser une toilette péritonéale avec prélèvement pour une antibiothérapie adaptée par la suite. Il faut une toilette abondante au sérum à température corporelle, c'est-à-dire à 37 degrés, avec des antiseptiques éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire. Et troisième principe, c'est un drainage large de l'abdomen, un drainage large. Et donc, après avoir géré la péritonite, c'est-à-dire nettoyer les conséquences, je vais m'attaquer à la cause. À la cause. Donc, juste, ça c'est juste deux plaques, juste pour, on va finir. Si c'est un ulcère gastro-duodénal, donc si c'est un ulcère gastro-duodénal, eh ben, je vais faire une suture au niveau de l'ulcère. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails là, de la méthode de Taylor, parce que vous avez eu, j'imagine, le cours ulcère gastrique. Mais Maléch, on va le dire. Donc, la perforation d'ulcère, en fait, c'est le traitement qui est le plus souvent pratiqué, c'est la suture de l'ulcère. On va aller avec du fil, on va aller faire un point X et suturer l'ulcère avec un lavage de la cavité péritonéale, bien évidemment. Et la méthode de Taylor, c'est quoi? La méthode de Taylor, en fait, on l'envisage avant d'opérer le patient. C'est un traitement médical qui associe une réanimation hydroélectrolytique, une aspiration du tube digestif avec une antibiothérapie adaptée et à large spectre, avec du Mopral, c'est-à-dire un IPP à forte dose, qui est traitement avec, bien sûr, en commençant le traitement anti-ulcéreux. Donc, parfois, on peut aussi traiter radicalement l'ulcère. On le faisait très souvent avant. Enfin, il le faisait très souvent avant. Actuellement, beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on fait rarement de vagotomie pendant la garde, sachant que maintenant, c'est en fait les IPP qui rattrapent les choses. On se limite le plus souvent à suturer l'ulcère et ne pas faire un traitement radical de l'ulcère, parce qu'actuellement, le traitement médical de l'ulcère, hein, il y a eu une révolution, j'ai envie de dire, avec les IPP. Donc, deuxième cause étiologie, c'est les péritonites appendiculaires. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va drainer et compléter l'appendicectomie. Pourquoi on dit compléter? Parce que c'est souvent un appendice qui est déchiqueté, très inflammatoire, etc. Donc, je vais enlever le moignon si j'arrive à le retrouver, parce que c'est pas souvent évident de le retrouver. Donc, si on retrouve un moignon, on va faire une appendicectomie complétée et bien sûr laver la cavité péritonéale. Pareil, dans les péritonites par perforation sigmoïdienne, pour les sigmoïdites, pour les diverticulites compliquées ou sigmoïdites compliquées, eh ben, je peux faire ce qui s'appelle l'intervention d'Hartmann. Vous voyez sur le schéma, pour traiter la cause, donc le siège de la perforation, je vais couper le sigmoïde. Comme vous le voyez, le haut rectum est au milieu. Et je vais mettre ce qui s'appelle, ce qu'on a dit tout à l'heure, une poche, c'est une stomie. C'est une colostomie, c'est-à-dire que le côlon est abouché à la peau. Les matières vont sortir de là. Et ça s'appelle, ça vous devez le retenir pour votre examen, c'est l'intervention d'Hartmann. Donc, intervention d'Hartmann veut dire, c'est pour le côlon gauche, ça a été décrit par M. Hartmann,
pour les résections sigmoïdiennes du côlon gauche. Et en fait, c'est aboucher le côlon d'amont à la peau, donc faire une colostomie. Et vous voyez le segment d'aval, c'est-à-dire là, ici, en l'occurrence, le rectum, et ben, je vais le fermer et le laisser dans l'abdomen. Donc, suture du segment distal et abouchement du segment proximal à la peau. Le rectum est dans l'abdomen, il est fermé, et le côlon d'amont, il sera abouché à la peau. Donc là, c'est pour les péritonites par perforation du côlon, enfin du côlon gauche. Pareil, là, je ne vous ai pas mis l'image, je regrette un peu. On peut faire des colectomies totales. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait dit le cécum peut se perforer suite à une occlusion intestinale du côlon gauche. Donc là, à ce moment-là, je peux faire une colectomie subtotale, c'est-à-dire que je vais enlever quasiment la totalité du côlon droit qui est perforé, et le côlon gauche en portant la sténose jusqu'en dessous. Là, pareil, là c'est un peu facile, c'est péritonite par perforation du grêle. Et ben, on fait très souvent une résection anastomose quand on le peut, c'est-à-dire que si le malade est bien, je peux réaliser mon anastomose. Et si le malade ne peut pas supporter une intervention, on fera une stomie. Mais il faut savoir qu'une stomie dans le tube digestif, elle se fait aux dépens de l'iléon, parce que plus la stomie est proximale dans le grêle, plus il y aura des pertes et plus ce sera grave. Et ça peut entraîner, si on l'a fait en moins d'1,50 m de l'angle du duodéno jéjunal, donc au niveau du jéjunum, si on fait une stomie à ce niveau-là, ça s'appelle un syndrome du grêle court et c'est une catastrophe nutritionnelle pour le patient. Et en général, il décède très rapidement par perte hydroélectrolytique, troubles de vitamines. Enfin, il y a un défaut d'absorption. Le grêle, quand le grêle ne fait plus son rôle, il y a un défaut d'absorption et c'est ça qui est problématique. Dans les péritonites biliaires, donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une cholécystectomie. Ben, on enlève la vésicule, on lave, on draine et bien sûr, après avoir fait des prélèvements. Voilà, donc on a fini. On va s'attaquer aux questions. Alors, première question. Je vais mettre pas en plein écran parce que... Alors, première question. S'il vous plaît, docteur, l'insuffisance rénale est-elle réversible après une péritonite primitive? Alors, comme dans les insuffisances rénales, la péritonite peut être, l'insuffisance rénale peut être réversible si elle est prise en charge précocement. C'est la même chose parce que c'est au départ, si le malade n'a pas de problème rénal, n'a pas de problème préexistant, c'est de l'insuffisance rénale fonctionnelle. Mais malheureusement, si on traîne, elle peut devenir organique et là, c'est franchement dramatique. Dramatique pour le patient et le pronostic sera encore plus compliqué. Alors Atika Achir. Alors, c'est quoi une polachyurie? Alors, une polachyurie, c'est des troubles de la miction. En fait, c'est une tendance à aller très souvent à uriner plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est polachyurie. Le malade urine plusieurs fois Il y a en fait des troubles de la miction. Le malade urine, il réurine, enfin, etc. Il y a des troubles voilà, enfin, il y a une dysurie. Voilà. C'est un des troubles urinaires. Merci, docteur, vous êtes génial. Merci. Alors, est-ce que la stomie est permanente? Ça dépend des cas. La stomie peut être... tout dépend de l'étiologie pourquoi on a fait une stomie. Est-ce qu'on a fait une stomie parce que le malade est en occlusion sur un cancer, en carcinose? C'est un cancer qui ne sera jamais traité, enfin qui n'aura pas un but curatif. Et bien le patient, il va garder sa stomie. Il n'y a aucun intérêt à le rétablir. Par contre, tout dépend. Tout dépend en fait de l'étiologie. La stomie, tout dépend le cas, l'étiologie du patient. Est-ce que c'est bénin, malin? Est-ce que je peux rétablir? En fait, c'est assez compliqué. Enfin, c'est assez compliqué. C'est assez... voilà, il faut... voilà. Très bien. Donc, spectateur anonyme, c'est gentil. Pourquoi on aura une acidose métabolique? Alors, on a une acidose métabolique, c'est tout simplement parce qu'en fait, j'ai de l'hypovolémie,
j'ai de l'hypovolémie, j'ai des toxines. Et en fait, tout va majorer à ce qu'il y a un changement du pH sanguin et donner donc de l'acidose métabolique. Bon, c'est gentil. C'est bien, il y a des commentaires positifs. Alors, est-ce qu'il y a un ileus réflexe en prénom? Docteur, y a-t-il un ileus réflexe? La présence de gaz va rendre l'écho inutile. Alors, l'échographie, encore une fois, c'est clair, quand il y a un ileus, le radio, il va dire, ah, il y a des gaz. Donc, l'échographie, elle n'est pas dans les péritonites aigus généralisés. Elle peut être contributive quand il y a un abcès, quand c'est circonscrit, etc. Mais en fait, il faut faire un scanner. Il faut faire un scanner. C'est vraiment le discours que j'ai tout le temps avec mes résidents, il faut faire un scanner. Mais effectivement, l'utilité de l'échographie n'est pas toujours évidente. Alors, Rakia Aki, si on suspecte une péritonite à l'examen clinique, on fait un ASP qui retrouve un pneumopéritoine. On peut l'adresser directement à la chirurgie sans faire la TDM injectée. Alors, question très, très intéressante, Rekia, je pense, à Aki. Donc, très intéressante comme question. Donc, j'ai envie de répondre dans nos conditions actuelles, oui, j'ai un pneumopéritoine. En fait, sur le plan pratique, j'ai un pneumopéritoine, j'ai des signes de gravité, je ne vais pas perdre mon temps à faire un scanner injecté, surtout que dans 90% des cas, on ne l'a pas injecté. Donc, j'ai un pneumopéritoine, j'ai un patient qui commence à altérer son état, je l'opère directement. Par contre, si le patient est bien, que j'ai un peu le temps, que j'ai une TDM disponible, eh ben, on fait le scanner. Il vaut mieux faire un scanner injecté parce que le scanner injecté va me donner l'étiologie. Ok, l'ASP a fait le diagnostic de péritonite, mais comme je vous ai dit, il faut partir avec, on n'est plus au asr du hal chouf. On est quand même en 2020. Il faut pousser les gens à faire des scanners. Si le radiologue ne fait jamais de scanner, il fait 2 scanners pendant la garde, il ne va jamais apprendre, hein, c'est le résident de radio. Donc, il faut un peu, il faut faire du forcing, comme je dis. Mais effectivement, si l'ASP, d'un point de vue pratique, si l'ASP montre un pneumopéritoine, vous avez un tableau clinique, et ben vous l'opérez. Surtout s'il montre des signes de gravité, il faut le faire assez rapidement. Quel est l'examen de première intention? Alors, l'examen de première intention, c'est l'ASP. C'est l'ASP. Ouais. L'ASP, c'est l'examen de première intention si je suspecte un syndrome péritonéal généralisé. Par contre, si c'est un syndrome douloureux de la fosse iliaque droite et où je suspecte une péritonite localisée, là, vous répondez sur votre truc, échographie. Ce sera le premier examen. Comme je vous ai dit, elle est assez intéressante quand on a des abcès appendiculaires. Alors, si les docteurs pouvaient me répéter, péritonite colique, valvule de Bowen. La valvule de Bowen, c'est la jonction iléosécale. Vous avez l'intestin grêle, il se termine avec la dernière encydéale, puis vous avez le sécom. Donc, la jonction entre l'intestin grêle, l'iléon, et le côlon, ça s'appelle valvule de Bowen. Et la valvule de Bowen, elle est le plus souvent continente. C'est-à-dire que s'il y a de l'air dans le sécom, elle ne va pas faire passer l'air du sécom vers l'intestin grêle. Donc, il risque de se perforer. C'est ce qui fait qu'il se perfore. Alors, les antihistaminiques et les antidépresseurs sont-ils gastrotoxiques? Alors, je suis désolée de te dire, je ne sais pas. Honnêtement, il faut chercher, je pourrais te chercher, mais pour te répondre comme ça, je ne vais pas te mentir. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai fait chirurgie d'ailleurs. Rater les médicaments. Gastrotoxiques, j'en sais. Alors, les antidépresseurs, ça je sais. Les antidépresseurs, je sais, pour avoir eu beaucoup de patients, les antidépresseurs peuvent engendrer des troubles intestinaux et simuler une occlusion. Voilà. Alors, 6 signes de choc, comment on opère notre patient? Eh bien, on l'opère surtout pas en cellio. Il faut l'opérer par laparotomie. Bonne question. Et il faut l'opérer quand même une courte réanimation. C'est-à-dire, je ne vais pas aller ouvrir un patient qui est en état de choc comme ça. Donc, je le prépare. Même en un quart d'heure, 20 minutes, je fais le maximum pour réduire la durée de réanimation, parce qu'il faut aller quand même agir rapidement.
mais il faut quand même le préparer un minimum et en laparotomie ou voie classique si vous préférez. Donc, pas en cellule, surtout pas. Merci, merci à vous, merci. Alors, Yessine Baziz, dans la colostomie d'Hartmann, c'est pas la colostomie d'Hartmann, c'est l'intervention d'Hartmann. C'est l'intervention d'Hartmann. Donc, pourquoi on relie le segment du côlon d'amont à la peau? Quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt, les selles, si je le laisse dans l'abdomen, si je laisse le côlon dans l'abdomen, eh ben, le patient. Parce qu'en fait, l'intervention d'Hartmann, je ne rétablis pas la continuité. Je ne rétablis pas la continuité. C'est-à-dire que le patient, il a une péritonite septique. Ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais quand le malade est très sceptique, eh ben, je ne fais pas d'anastomose. Je ne peux pas rétablir la continuité parce que le patient va lâcher par la suite. Il y a un très grand pourcentage de lâchage. Donc, péritonite infectée, surtout par perforation colique, c'est-à-dire qu'il y a des germes, etc., je ne peux pas coller le côlon au rectum, faire une anastomose. Donc, du coup, les selles, je suis obligée d'aboucher le côlon à la peau pour faire sortir les selles, pour qu'il y ait un circuit intestinal classique. Alors, très bien, c'est la question suivante. Alors, c'est pourquoi on ne relie pas le côlon gauche au rectum pour l'intervention d'Hartmann? Très bonne question, pareil. Parce que le plus souvent, quand c'est une péritonie par perforation colique, et ça, j'ai envie de le dire, je pense ne pas m'être attardée sur ça plus haut, or que c'est très important, et question classique d'examen, quand c'est une péritonie par perforation colique qui a traîné, qui a infecté, eh ben, on ne rétablit pas la continuité. Alors, Kenzo, donc c'est pour ça que je fais une intervention d'Hartmann. Alors, Kenzo Perrin, merci, c'est gentil. Alors, laparotomie. Quand faire une laparotomie et quand faire une cilioscopie? Là, la cilioscopie, elle est contre-indiquée quand le malade est en état de choc. Mais sinon, on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'après, on ne fait, comme disait un de mes maîtres, on ne fait que ce qu'on maîtrise. On ne fait que ce qu'on maîtrise. On ne peut pas faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc la cellule, je vous ai dit, c'est en faisant entrer une caméra avec des trocars. Je pense que vous avez vu ça. Donc je peux suturer, je peux couper, je peux faire plein de choses. Mais il faut que j'ai l'habitude de faire ça. Et la laparotomie, c'est la voie de l'urgence. Quand le malade n'est pas bien, etc., ben, je vais aller ouvrir. Voilà, c'est gentil, c'est gentil. Alors, pourquoi on a l'illéus réflexe? Comme je vous ai dit, l'illéus réflexe, c'est dû à une contracture de la musculature intestinale qui prouve qu'en fait, le muscle de l'intestin se contracte parce que sa séreuse est inflammée et au contact d'un foyer infectieux. Alors, en cas de péritonite appendiculaire, le pneumopéritoine est absent. Pourquoi? Excellente question. Le pneumopéritoine est absent parce qu'en fait, l'appendice n'est pas un organe qui contient de l'air, j'ai envie de dire. Il ne contient pas de l'air. Il y a souvent des stercolites, il y a du tissu lymphoïde, etc. Donc, ça ne va pas, c'est pas on retrouvera, j'ai pas envie de dire jamais, mais quasiment jamais d'air après une péritonite appendiculaire. Est-ce qu'une occlusion sur bride peut provoquer une péritonite? Oui, si on tarde, l'occlusion tarde, etc., que je ne règle pas le problème, eh ben, je peux avoir une perforation quand ça se distend, ça se distend, ça se distend, ça se distend, et ben, à ce moment, ça peut se perforer. Oui, ça peut exister. Vous devez mettre le chargeur, docteur. Merci, mais je pense que ça va tenir quelques bâtonnets. Zénoub Ben Salem, merci docteur. C'est quoi la différence entre la défense et la contracture? Alors, je vous l'ai dit, non, non, madame Zénoub Ben Salem. La contracture et la défense, je vous ai dit, la défense est localisée, elle est transitoire, et elle est provoquée par la main de l'examinateur. La contracture, elle est généralisée, elle est permanente et elle est invincible. Voilà. C'est pas l'état normal, pas du tout, c'est pas un état normal. Hein. Merci, merci. Péritonite stercorale, c'est une péritonite avec du caca. C'est une péritonite avec des selles. C'est-à-dire que c'est dû à une perforation du côlon ou du rectum. C'est ça la péritonite stercorale. Quel est l'examen de référence? L'examen de référence dans les péritonites aiguës pour l'étiologie, enfin pour le diagnostic et l'étiologie, c'est le scanner injecté. Ça va, l'examen de référence. Merci, merci.
pourquoi la laparoscopie est contre-indiquée dans les chats chocs? À la laparoscopie, il y a des contre-indications, à pas rentrer dans les détails, parce que c'est un peu de réa. Si vous voulez, on en parlera un autre jour, quand vous viendrez faire votre stage pratique. La cellule est contre-indiquée parce qu'en fait, on injecte de l'air qui est du CO2, on l'injecte au niveau de l'abdomen, et c'est parce qu'en fait, j'ai besoin de place pour opérer, et le fait d'injecter les gaz, l'abdomen va gonfler, et ça peut engendrer une toxicité pulmonaire, cardiovasculaire, etc. C'est même contre-indiqué dans des états pulmonaires. Il y a certains patients qui ne supportent pas de se faire opérer sous cellulose à cause de problèmes pulmonaires. Donc, quand il y a un état de choc, je ne vais pas risquer la vie du patient en injectant du CO2. Est-ce qu'on peut rétablir la continuité à distance après le traitement péritonite? La réponse est oui. Sauf que pour rétablir la continuité, je vais avoir des conditions, comme je disais, générales et locales. Donc, général, c'est-à-dire que le patient, il faut qu'il ait un bon état nutritionnel. S'il a maigri, il faut qu'il reprenne du poids, etc. Et il faut avoir des conditions locales, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'infection dans le ventre, il ne faut pas qu'il y ait d'abcès, etc. Parce que si je n'ai pas ces conditions, même si je rétablis, pouf, ça va lâcher. Ça fait partie des conditions de mauvaise cicatrisation. En fait, ça ne cicatrise pas. C'est ça ce que ça veut dire un lâchage à la semence. En cas de péritonite suite à une appendicite, pourquoi on ne trouve pas de pneumo péritonite? Ça, j'y ai répondu. Est-ce que voilà. Bah écoutez, merci à vous. Ça me fait plaisir, même si je suis aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu fatiguée, peut-être c'est ça. Donc, encore une fois, comme je fais chaque cours, je vous l'ai dit la dernière fois, vous pouvez m'envoyer des mails si vous avez besoin de questions, etc. Je vous donne mon email, c'est t.kahina@gmail.com. Donc, c'est T comme Tadris. Je vais vous mettre la première plaque, comme ça vous allez voir mon prénom. C'est T comme Tadris avec .kahina@gmail.com. Vous pouvez envoyer vos questions. Voilà, je pense qu'on a fini. Apparemment, il y a Dr Pazola qui s'est connecté. Oui, Dr Pazola, bonjour. Bonjour. Alhamdulillah, très bien, alhamdulillah. On vient de finir les questions. Il y avait quand même 39 questions. Très bien. Merci beaucoup. Merci, allez, au revoir, bon courage. Alors, bye bye.